Bienvenue sur Poids Plume, le podcast qui vulgarise l'agriculture, le développement et l'environnement. On est Charlotte et Alexandre, deux ingénieurs agronomes, et cette émission vous est proposée par Oiseau Bondissant, notre agence de production de reportages photos et vidéos pour la nature et les paysans. Aujourd'hui, que c'est vraiment le premier geste écolo qu'on peut faire personnellement pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, c'est de changer de banque. C'est de mettre son argent sur des placements dans des produits financiers où on est sûr déjà qu'il ne va pas financer le fossile, mais en plus, et c'est encore mieux, s'il peut aller financer des projets à impact. Moi, je prends souvent l'ordre de grandeur. Un Français normal, c'est 11 tonnes de CO2 émises par an, okay, avec son transport, sa consommation, sa nourriture, tout ça. 15 000 euros dans une des grandes banques françaises, c'est 11 tonnes de CO2 émises par an aussi. Voilà, donc c'est fou si demain j'utilise souvent cette image, mais si demain tu vas dans une grotte, t'arrêtes tout, tu t'éclaires à la chandelle, ne t'achètes plus jamais rien de neuf ni rien, si tu laisses ton argent dans une des grandes banques françaises, ton argent va continuer à émettre du CO2 en ton nom. Alors c'est pas l'argent directement dans la banque qui émet du CO2, évidemment c'est un peu un raccourci ça. C'est l'argent dans la banque qui va permettre à cette dernière d'activer plusieurs leviers en fait de financement et de financer les projets qu'elle finance aujourd'hui et qui sont pas des projets très, très sympathiques. Nos banques françaises sont encore extrêmement liées à tous les actifs carbonés et en fait du coup indirectement notre argent permet ça et donc émet du CO2. Salut à tous! Dans cet épisode, on est aux côtés de Maude Caillot, la géniale cofondatrice de GreenGot, la banque verte qui vous promet que votre argent ne financera plus le réchauffement climatique. On le sait peu, mais notre argent, employé par les banques traditionnelles, a un impact énorme sur l'environnement. D'après Maude, ces organismes ont 80 ans de retard sur les préoccupations citoyennes actuelles et continuent à investir massivement dans les énergies fossiles et des projets polluants avec une logique de rentabilité à très court terme. A l'inverse, GreenGot s'engage à investir dans des projets durables et capteurs de CO2 pour lutter contre le dérèglement climatique et tenter d'amorcer un mouvement éco-responsable dans la finance moderne. On abordera avec elle des questions en rapport avec le monde financier qui nous semble souvent mystérieux et on décryptera le fonctionnement opaque du système bancaire traditionnel. On parlera aussi des solutions que l'on peut apporter pour lutter contre le dérèglement climatique, de comment intéresser les jeunes générations et de réussir à faire entendre son message quand on n'est pas issu du monde scientifique. On a connu GreenGot grâce à ma petite sœur Emeline, qui depuis 1 an anime leurs réseaux sociaux et a le courage de passer devant la caméra pour exprimer les messages positifs de cette start-up de la transition écologique. Vous pouvez la voir principalement sur TikTok et Instagram, où elle interpelle les nouvelles générations qui ont besoin de se sentir concernées par les enjeux écologiques actuels. Si l'épisode vous plaît, faites-nous un cadeau et partagez-le à 5 personnes autour de vous. Ça nous motivera vraiment à vous en proposer davantage. Si vous êtes utilisateur de Apple Podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un gentil commentaire et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et maintenant, bonne écoute! Bonjour Maude. Bonjour Alexandre. Merci beaucoup de nous accueillir dans ce qui ne sont pas tout à fait vos bureaux encore, mais dans la pépinière d'entreprise Neuilly Lab, donc à Neuilly. Merci à vous d'être là. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ? Bien sûr, donc je m'appelle Maude Caillot, j'ai 26 ans et je suis la cofondatrice de GreenGot. GreenGot, c'est une néo-banque verte, c'est-à-dire qu'on va proposer des comptes courants et épargne qui vont permettre de financer la transition écologique et faire en sorte que votre argent ne finance plus le fossile. Donc tu nous dis que tu as 26 ans, donc tu as dû faire plein d'études pour arriver à être entrepreneuse à ton âge. Alors, quel a été ton parcours depuis environ le lycée ? Ouais, je ne sais pas si on peut apprendre à être entrepreneur. Mon parcours, il est rien de très original. J'ai fait prépa, école de commerce. Je suis partie plusieurs fois à l'étranger, entre autres à Londres et à New York. J'ai travaillé dans des maisons de luxe. J'ai travaillé dans des startups d'innovation. Et enfin en banque. Et c'est à la fin de ces expériences que je me suis lancée dans GreenGot. D'accord.
Tu peux nous décrire un peu quelle école tu as fait et quel type de master? Ouais, bien sûr. Donc j'ai fait Grenoble École de Management, donc c'est une école de commerce à Grenoble. J'ai fait là-bas 3 masters, le master général, un master en commerce international à Londres justement, et un master entrepreneuriat. Où en parallèle, j'accompagnais une start-up dans l'innovation. En fait, c'était une start-up de Valence qui proposait des mannequins pour la mode qui pouvaient s'adapter aux différentes tailles, en fait. Donc c'était très intéressant, c'était extrêmement novateur. Donc pour ceux qui ne sont pas forcément dans ce milieu, on ne comprend pas forcément la révolution, mais en vrai, c'était très important ce qu'elle faisait. Et ensuite, je suis partie en banque à New York, au CIC. Et à Grenoble, tu y étais pour faire l'option ski? Alors pas du tout, c'est pour ça que j'ai pas eu un match incroyable avec Grenoble. Je sais pas faire du ski, je suis plutôt team luge. Je suis pas très bonne en ski et non, j'ai pas adoré la ville parce que je suis pas quelqu'un qui est très très outdoor non plus. J'aime beaucoup la montagne, mais voilà, j'ai préféré partir à Londres rapidement. Tu l'as dit, là tu es en train de créer, avec Andrea, vous êtes en train de créer une nouvelle banque. Visiblement, on ne peut pas communiquer sur le terme banque, mais on va dire néobanque. Est-ce que pour nos auditeurs néophytes, parce qu'on n'est pas dans un podcast de business, on n'est pas dans un podcast de grands investisseurs, tu peux nous définir un peu le fonctionnement et la différence entre un compte courant et un compte épargne? Oui, alors très factuellement, le compte courant, c'est un compte qui est relié à votre carte de débit. Donc c'est un compte sur lequel vous pouvez retirer de l'argent et vous faites vos transactions. Un compte épargne, c'est de l'argent qui est un peu moins liquide et qui donc va servir à être investi. Le plus connu, par exemple, il y a les livrets d'épargne, le livret A qui permet de financer les HLM, enfin le logement en France. Tu as d'autres types de livrets et nous, on va faire un compte courant sous forme d'assurance vie. Donc quel est le plus intéressant pour une banque traditionnelle et elle veut que ses clients ils aient beaucoup d'argent sur leur compte courant ou sur leur compte épargne? C'est différent parce que le compte courant c'est intéressant pour une banque parce que ça fait que tes clients sont, ça amène de la vie, ils sont là, ils sont accrochés à ta banque du coup parce qu'ils ont leur compte avec lequel ils payent tous les jours, donc tu vas pouvoir bien le fidéliser. Mais le compte épargne, c'est là où tu vas vraiment pouvoir investir les fonds. C'est quelque chose qui peut être plus bloqué. Tu as des comptes épargne même que tu bloques l'argent sur plusieurs mois, plusieurs années et tout, donc ça dépend des objectifs de la banque, mais bon, j'imagine que les deux leur vont. En tout cas, nous, on propose ça parce que, en fait, aujourd'hui, le compte courant, c'est une énorme demande qu'on a eu de notre communauté parce que c'est très important d'avoir cette relation de confiance dès le départ au quotidien avec ta banque et avec ce compte courant. Mais le compte courant, en fait, c'est de l'argent qui est extrêmement liquide. Donc, tu ne peux pas investir 100% des fonds du compte courant sur des projets. Tu n'as qu'une toute petite partie qui peut être investie. Et évidemment, cette partie investie, sinon le monde serait trop bien fait, elle ne peut l'être que sur des actifs qui sont très court terme. Et le court terme, c'est pas le plus vert. Donc le compte courant, on le développe parce qu'on pense que c'est très important d'apporter une solution vraiment 360 qui permette d'être avec nos membres au quotidien. Mais c'est bien le compte épargne qui va faire une réelle différence parce que sur le compte épargne, c'est 100% des fonds qui vont pouvoir être investis. Et cette fois-ci, du coup, réorienter les flux des énergies fossiles vers des projets à impact. Bon, tu commences déjà à aborder le sujet. Donc, ton aventure entrepreneuriale, c'est avec Greengot, donc une néobanque qui s'inscrit dans un projet durable. Donc, moi, pour mettre un peu de contexte dans notre, avant de qu'on se rencontre aujourd'hui, j'ai regardé une vidéo de Cyrus North qui s'appelait « À quel point je ne suis pas écolo ». Donc, c'est Cyrus North, le youtubeur, qui prend du recul sur sa vie et on lui reprochait souvent de laisser sa lumière allumée. Donc il se dit, ok, ma lumière allumée, c'est pas bon, quoi. Je consomme trop. Donc il fait le calcul. Pendant 1 an, s'il laisse sa lumière allumée, donc une lampe LED normale, 16 heures par jour, pendant 1 an, il aura pollué autant que s'il faisait un Paris-Orly en voiture. Donc ça, c'est une prise de recul énorme. Toi, tu fais un peu le même type d'analogie souvent dans tes émissions, enfin dans les émissions dans lesquelles tu participes. Tu parles
toutes mes actions écologiques du quotidien, finalement, c'est dérisoire par rapport à l'impact que peut avoir l'argent que j'ai en banque. Ouais, je pense que c'est très important de remettre les ordres de grandeur au centre du débat écologique. C'est comme tu le dis, si tu éteins tes lumières, mais que derrière, tu prends tous les jours l'avion, tous les week-ends Paris-New York, c'est vrai que c'est mieux si on devait choisir que tu arrêtes de prendre l'avion et que tu laisses ta lumière allumée. Ça, c'est sûr qu'on ramène quelquefois un peu toutes les actions écologiques au même niveau, alors que certaines ont un poids et un impact qui est juste d'un autre ordre de grandeur que celle qu'on peut faire au quotidien. Par exemple, nous, c'est la banque. La banque, il faut savoir aujourd'hui que c'est vraiment le premier geste écolo qu'on peut faire personnellement pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, c'est de changer de banque. C'est de mettre son argent sur des placements dans des produits financiers où on est sûr déjà qu'il ne va pas financer le fossile, mais en plus, et c'est encore mieux, s'il peut aller financer des projets à impact. Moi, je prends souvent l'ordre de grandeur... un Français normal, c'est 11 tonnes de CO2 émises par an, avec son transport, sa consommation, sa nourriture, tout ça. 15 000 euros dans une des grandes banques françaises, c'est 11 tonnes de CO2 émises par an aussi. Voilà, donc c'est fou si demain j'utilise souvent cette image, mais si demain tu vas dans une grotte, t'arrêtes tout, tu t'éclaires à la chandelle, ne t'achètes plus jamais rien de neuf ni rien, si tu laisses ton argent dans une des grandes banques françaises, ton argent va continuer à émettre du CO2 en ton nom. Alors, c'est pas l'argent directement dans la banque qui émet du CO2. Évidemment, c'est un peu un raccourci, ça. C'est l'argent dans la banque qui va permettre à cette dernière d'activer plusieurs leviers, en fait, de financement et de financer les projets qu'elle finance aujourd'hui et qui sont pas des projets très, très sympathiques. Nos banques françaises sont encore extrêmement liées à tous les actifs carbonés. Et en fait, du coup, indirectement, notre argent... permet ça et donc émet du CO2. Oui, ce matin, avant de préparer notre interview, j'ai regardé ton intervention dans le TEDx de ton école, justement, à Grenoble. Donc, je vous conseille d'aller la regarder, le lien est en description. Tu racontes que les banques actuelles en France, c'est des dinosaures, en fait. Elles sont nées avec la révolution industrielle et elles n'ont pas changé de modèle depuis le début. Elles sont sur des actifs très court terme. Alors, elles ont évidemment évolué avec notre temps, il y a beaucoup de choses qui ont changé et tout, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos banques traditionnelles sont nées avec les révolutions industrielles, et donc elles sont fondées sur ces actifs carbonés du charbon, des énergies fossiles. Et aujourd'hui, je dis pas que toutes les personnes dans ces banques sont des personnes qui en ont rien à faire de l'écologie et qui veulent voir la planète toute cassée, pas du tout. Mais elles sont dans un contexte qui est un peu délicat pour elles sont un peu sur une ligne de crête, à savoir que si elles lâchent en fait ces actifs carbonés aujourd'hui qu'elles les vendent, c'est la loi de l'offre et la demande, ces actifs vaudront zéro, on appelle ça des actifs irrécupérables très rapidement au bilan, et du coup pour elles c'est un risque de faillite. Mais par contre, si elles continuent à financer ces entreprises, ces projets carbonés, mais d'une manière ou d'une autre, que ce soit maintenant ou même dans quelques années, toutes les entreprises vont être impactées par le changement climatique, que ce soit par les flux migratoires, que ce soit par la météo, les inondations, enfin tout ce à quoi on peut imaginer. Et du coup, ça va impacter les capacités de ces entreprises à rembourser leurs prêts auprès de ces banques. Et du coup, ça va impacter la banque. Donc, elles sont un petit peu embêtées, je pense. Aujourd'hui, elles doivent se débarrasser progressivement de ces actifs, mais pas trop rapidement non plus si elles veulent survivre. Donc, elles ont un modèle d'affaires qui est plus du tout pérenne et il faut qu'elles s'en sortent très rapidement. Et nous, la force qu'on veut avoir justement en développant cette alternative bancaire, c'est qu'on se crée sans être dépendant de ces actifs. Oui, c'est ça, tu parles souvent de continuer à créer de la croissance, mais pas dans les secteurs les plus polluants. Ouais, alors la croissance verte, ça c'est un autre débat. Nous, on pense qu'il faut une croissance, en tout cas à court terme, pour développer et faire croître les secteurs de la transition écologique.
on pense qu'il faut plus de rails, qu'il faut plus de trains de nuit, qu'il faut plus d'infrastructures, d'énergie renouvelable. Ça, c'est sûr. Et ça va engendrer de la croissance dans certains secteurs et une décroissance dans d'autres. Après, comment est-ce qu'on doit se voir à plus long terme ? Est-ce qu'on doit continuer à vivre dans une société dont l'objectif et le premier KPI, c'est de regarder si le PIB augmente ? Je sais pas. On peut imaginer aussi des croissances immatérielles, des croissances de savoir, d'autres choses, ça, oui, mais... Voilà, tu connais le credo, croissance infinie dans un monde fini. Est-ce que c'est vraiment viable ? Je ne sais pas si on va pouvoir répondre à cette question dans ce podcast, mais en tout cas, j'ai mon opinion. Dans ton discours, tu essayes vraiment de responsabiliser les consommateurs. Donc, on a tous un pouvoir. C'est notre argent, finalement, on choisit de ce que ça va financer. Est-ce que ça va financer l'exploitation du charbon et du pétrole ou d'autres choses ? Tu dis, donc là je te cite, on a un grand pouvoir, c'est de pouvoir réorienter les flux financiers. Donc vers où on peut les réorienter ? On peut les orienter justement vers où on choisit. En fait, à vous de décider. Nous, ce qu'on va permettre de faire avec GreenGod, c'est de les orienter sur des projets et des entreprises qu'on aura sélectionnées et qu'on pense qui seront à impact positif. Après, si toi, demain, tu veux les orienter que sur l'automobile, tu peux aussi. Mais du coup, pas forcément avec GreenGod. Mais oui, j'essaie vraiment de rapporter dans mon discours le fait que quelquefois, on a l'impression que soit on peut rien faire du tout, qu'il faut attendre que les politiques agissent, qu'il faut attendre que les entreprises agissent et tout, soit que on peut faire que ces tout petits gestes. Mais il faut pas oublier que d'où viennent les politiques, d'où viennent les politiques aussi dans les entreprises, ils viennent toujours de la base de nous. À la fin, c'est l'électeur, c'est le consommateur. Si demain tout le monde dit l'écologie c'est ma priorité, tous les politiques de tous bords vont devoir prendre en main l'écologie. Si demain vous dites non mais moi j'achète plus ces gâteaux là parce que ils sont pas en circuit court, parce que le blé il vient de l'autre bout du monde, parce que tout ça, mais l'entreprise son premier objectif c'est d'être rentable, c'est de dégager du chiffre d'affaires. Si ces consommateurs ont d'autres priorités derrière, elles vont s'adapter et c'est la vie d'une entreprise, c'est de s'adapter pour essayer de rester le plus longtemps sur le marché, et c'est ce qui fait qu'on voit de plus en plus de gammes bio et de gammes plus responsables sur les étagères. C'est pas parce que d'un coup les entreprises se sont dit ok, et si on faisait notre part, en tout cas pas dans la majorité je pense, mais c'est parce que une demande de la base de changement. Et je pense qu'on a un pouvoir immense, mais qu'on se cache peut-être un peu derrière notre petit doigt quelquefois. On a tous une relation un peu conflictuelle avec notre banquier. On a peur de regarder son application pour voir son solde. On n'a surtout pas envie d'avoir un appel ou une lettre de sa banque. Alors comment on fait concrètement pour affronter cette peur et pouvoir donc confronter sa banque, son banquier, pour savoir quelles sont les actions écologiques qui sont mises en place, qu'est-ce que finance notre compte épargne, comme tu le disais, et le cas échéant, pouvoir changer de banque ou alors essayer d'investir dans des comptes plus durables. Alors j'ai pas de petit guide, mais pour la petite histoire, on a une personne de communauté qui, après nous avoir découvert, avait été voir sa conseillère. Et il lui avait demandé où est-ce qu'il a investi mon argent, mon épargne, ce livret que j'ai ouvert et tout. Et la personne dit je sais pas, mais pourquoi, ça vous intéresse ? Donc je pense qu'il y a une énorme peut-être une inconscience de la part même des gens qui travaillent dans ces banques, ou peut-être un non-intérêt et surtout un désintérêt et surtout un manque de connaissances. Je pense qu'aujourd'hui, ce que la banque peut faire, ce qu'on peut faire à notre planète, c'est parce qu'il y a la chaîne de décision, elle est tellement fragmentée que c'est la responsabilité de personne. Il n'y a pas un grand méchant, il n'y a pas une personne qu'il faut changer. Il y a tout un système qu'il faut changer. Et du coup, même dans la banque, est-ce que c'est le ou la directrice générale qui est responsable ? Non, puisque finalement, il y a tout un board, il y a tous les actionnaires, il y a tout ça. Et finalement, c'est la responsabilité de personne. Et pourtant, ça va toujours dans la mauvaise direction. Donc... aujourd'hui, si vous allez voir votre banque, votre banquier ne va pas vous dire ouais c'est vrai, on fait que de la merde, ou alors il va pas oui, il va vous dire aussi peut-être quelquefois ouais c'est sympa, on fait regarder, on a une flotte de vélos électriques pour tous les gens de l'agence. Voilà, à vous de voir et surtout de toujours remettre en perspective les ordres de grandeur. Et sinon, pour changer de banque, excuse-moi pour ta question, ça c'est assez simple. Il faut que tu ailles ouvrir un autre compte. Tu peux avoir aujourd'hui plusieurs comptes bancaires, donc c'est à toi de voir et de choisir
ce que tu veux. Donc c'est possible, même si... parce que souvent, la banque, on a le sentiment d'être enchaîné, de ne pas pouvoir changer, surtout si on a fait un prêt. Encore pire quand on a fait un prêt étudiant et qu'on n'y connaît rien. Donc c'est toujours possible de pouvoir ouvrir ça dépend des termes de ton contrat avec ta banque. Mais bon, oui, elles font ça bien. Hein. J'ai le sentiment, en t'écoutant et en lisant à propos de Green Guts, que vous prenez action sans attendre un mouvement de l'État. On le sait depuis les accords de Paris, que l'État n'avance pas assez vite, ne prend pas de décision, reste un petit peu au ralenti. Est-ce que tu crois à l'entrepreneuriat durable pour changer la donne ? Ah oui, j'y crois totalement, surtout que quand on regarde par exemple le secteur aujourd'hui qui m'intéresse, la banque, depuis les accords de Paris, donc depuis que tous les pays du monde se sont dit ok, on va essayer de redresser la barre, il y a 3100 milliards d'euros qui ont été investis dans les énergies fossiles par les banques. Okay. En France, il ne faut pas croire qu'on a des petits acteurs, on a des banques qui sont aussi systémiques, qui sont extrêmement grosses. La BNP en tête, qui a le triste titre de 4e banque la plus polluante du monde. Donc je ne pense pas qu'il faille attendre que l'État fasse des choses. Je pense qu'il ne faut pas non plus se dire qu'on pourra y arriver sans la politique et sans les États. Mais encore une fois, je te dis, les personnes qui sont à la tête de nos États, c'est nous qui les élisons. C'est nous qui, d'une manière ou d'une autre, dictons un petit peu l'agenda politique. Et c'est très important de faire valoir notre voix, justement, pour leur dire que c'est un sujet aujourd'hui qui est primordial et que l'écologie, c'est pas de gauche ou de droite ou je ne sais quoi, mais ça doit être dans absolument tous les ministères. Il ne doit pas y avoir un ministère de l'écologie, ça doit être dans tous les ministères et ça doit être un sujet, mais vraiment transversal sur tous les sujets. Comment est-ce qu'on peut faire ça pour faire mieux, en fait, et avec un impact moindre. Donc... moi, je pense que la politique va suivre. Je pense que s'il faut un petit peu lui donner une impulsion, alors oui, l'entrepreneuriat social a un impact à tout son rôle. Justement, je pense qu'on va en parler un peu plus tard. Time for the Planet a cette grande ambition d'essayer de donner une impulsion extrêmement forte à l'entrepreneuriat impact pour essayer de minimiser, en tout cas d'apporter certaines solutions au réchauffement climatique. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Je pense qu'on a un grand rôle à jouer. Il y a un réflexe qu'on pourrait avoir en se disant mon argent finance les énergies polluantes et les banques sont un problème. J'arrive pas à les faire bouger, je m'émancipe de la banque et j'investis dans le Bitcoin, dans les NFT et puis voilà. Est-ce que c'est une solution viable écologiquement ? Alors, le Bitcoin et les NFT, c'est un petit peu différent. Pour le Bitcoin, en fait, donc la finance centralisée, je trouve personnellement l'ambition assez incroyable. L'ambition à la base du Bitcoin, c'est de redonner le pouvoir aux gens sur leur système monétaire. Nous, notre ambition avec Green Guts, donc c'est pas encore la même échelle, c'est de redonner le pouvoir aux gens sur ce que finance leur argent. Donc je pense que c'est très important d'essayer de s'émanciper un petit peu de ce middleman, un petit peu de cette personne au milieu. C'est toute l'ambition des crypto-monnaies. Moi, je trouve que l'idéal est assez fantastique, surtout si la technologie nous le permet, d'avoir confiance justement dans ce nouveau système. Après, c'est vrai qu'on dit souvent que le Bitcoin a une consommation énergétique absolument incroyable. Ce qui est vrai, il me semble que c'est la consommation de la Suisse en termes d'énergie chaque année. En fait, ça, c'est pas tendu au fait que ce soit une crypto-monnaie qu'à son système de validation des blocs. Donc, tu sais, c'est une chaîne de blocs, une blockchain. Donc, dans chaque bloc, il y a un historique de transactions et il faut fermer ce bloc pour passer au bloc d'après. Et comment est-ce qu'il ferme ce bloc ? Il le verrouille, la blockchain, c'est par un système qui s'appelle la Proof of Work. Une Proof of Work, ça met en compétition toutes les personnes qui veulent, donc les mineurs. Et ce qui fait que, et pour fermer ce bloc, il y a un truc absolument énorme à calculer, un hash très 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 compliqué, un chiffre mathématique qu'il faut trouver, qui est extrêmement long à trouver et à miner. Donc qui est trouvé par des ordinateurs qui tournent à plein régime, quoi. Exactement, sauf que en fait, si tu regardes par exemple l'Ethereum 2.0 qui va sortir aussi, ça fonctionne sur un autre système de validation, qui est la Proof of Stake, et qui là, pour le coup, consomme beaucoup moins d'énergie. Alors ça sera jamais zéro, il y aura toujours de l'énergie consommée, mais si tu regardes à côté ce que consomment aussi en énergie propre nos banques, les tours de la Société Générale à la Défense, le déplacement des employés et tout,
nos banques actuelles non plus ne sont pas du tout neutres en carbone. Donc moi, je pense que la finance décentralisée, c'est un vrai grand sujet. Je pense que ça pourrait être absolument... c'est clairement l'avenir. Ça a un grand rôle à jouer à l'avenir. Mais c'est vrai que si on pouvait s'émanciper de ce système de proof of work, ça serait plus sympa. Maintenant, on arrive à la substance même de votre combat, donc c'est le réchauffement climatique, donc combattre le réchauffement climatique. Donc, le GIEC, donc le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, donc qu'on connaît depuis très longtemps et très médiatisé, nous dit qu'il faut limiter l'augmentation de la température globale terrestre à 1,5 degré d'ici 2100 si on ne veut pas avoir des conséquences très regrettables sur les équilibres biologiques de la Terre. Donc ça représente par une baisse de la consommation d'énergie, un usage différencié des terres, donc par exemple la gestion de nos forêts à l'échelle mondiale, les pratiques agricoles, l'industrie, la gestion des déchets, etc. Toutes ces nouvelles pratiques climatiques. Donc, je pense que c'est la Banque Centrale Européenne qui parle d'un investissement global mondial de 1 000 milliards par an pendant 30 ans pour réussir à atteindre cet objectif de limiter à 1,5 degré l'augmentation de la température globale. Est-ce que tu penses que c'est possible ? Alors juste 1,5 degré, je pense, pour pas casser l'ambiance, c'est déjà un peu fini. Je pense qu'on a déjà un objectif de pas dépasser les 2 degrés. D'ailleurs, les accords de Paris, c'est 2 degrés. Ouais, d'ailleurs. Et pour atteindre ça, il faudrait que chaque Français ne dépasse pas plus de 3 tonnes de CO2 émis par an, sachant qu'on compte pas dans nos émissions de CO2 nos émissions dues à notre argent aussi. Donc si on devait compter ça, on serait beaucoup plus élevé. Bref. Non, je pense que la BCE a un énorme rôle à jouer. Les capacités d'investissement de la BCE de 1 000 milliards par an, je suis pas spécialiste de leur capacité en propre, mais je pense que s'ils le disent, ils peuvent le faire. Je pense que là où la BCE a un énorme rôle à jouer, et les politiques aussi, c'est éventuellement aussi de dire aux banques européennes et dans notre cas françaises, ce qu'elles peuvent financer et peut-être mettre un peu plus de régulation et de loi dans les investissements faits par ces banques. Si elles commençaient déjà par dire vous pouvez plus investir dans les centrales à charbon sur le sol européen ou même dans le monde, ça ferait une énorme différence que de rajouter là-dessus en plus un budget pour développer des secteurs, alors que la priorité, encore une fois, c'est l'économie d'énergie, c'est de moins émettre de CO2. C'est pas de développer des technologies qui pourront absorber le CO2 et tout ça. C'est vraiment d'essayer de remplacer les énergies fossiles qui sont encore extrêmement présentes. On a l'impression quelquefois quand on parle du charbon que c'est une énergie du 19e qu'on n'en utilise pas, mais on utilise encore massivement, que ce soit dans les pays même très développés, comme l'Allemagne, les États-Unis, évidemment la Chine. Donc la BCE a un grand rôle à jouer encore en parallèle des politiques et elle peut avoir une action directe sur les banques puisque c'est elle qui a les comptes de nos banques. Donc elle peut... C'est Christine Lagarde qui est à la BCE, oui, il faut qu'elle fasse un beau rôle à jouer encore. C'est Christine Lagarde qui va sauver le monde. Ouais, toute seule peut-être pas, mais en tout cas, ouais, elle peut vraiment avoir un impact assez très très fort, elle. Après je connais pas la liberté d'action de Madame Lagarde et je pense que les intérêts bancaires et des banques privées sont très très bien gardés absolument dans toutes les institutions. Donc elle a encore un peu de travail, je pense. Est-ce que tu crois comme Bill Gates qu'on sera sauvé par l'innovation ou est-ce que c'est plus un changement dans nos pratiques et dans nos habitudes de consommation ? Je pense que c'est un petit peu se leurrer. C'est très américain et même c'est avoir extrêmement confiance en la nature humaine et en l'humanité, de se dire qu'on va pouvoir inventer quelque chose qui va absorber tout le CO2 et tout. Je pense que personnellement, j'aimerais beaucoup ne pas avoir à changer mon mode de vie. C'est très confortable de consommer autant, d'émettre autant de CO2, de prendre l'avion quand tu veux pour aller aux quatre coins du monde. C'est génial, mais c'est pas du tout soutenable. Je pense qu'on doit absolument être beaucoup plus sobre dans nos façons de vivre et spécialement nous dans les pays occidentaux où on prend une très très grosse part de toutes ces émissions. Il faut qu'on arrive à vivre plus sobrement et hélas
il y a des alternatives vertes, des alternatives plus soutenables qui existent, mais il faut pas se leurrer entre consommer de l'énergie verte ou pas consommer d'énergie. Pas consommer d'énergie sera toujours la meilleure option. Tu vas nous parler maintenant de votre entreprise, donc GreenGot. Votre slogan, c'est « Votre argent ne financera plus le réchauffement climatique ». Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de la fondation de cette nouvelle banque ? Oui, bien sûr. Alors, on l'a pas fait parce qu'on est 4 cofondateurs. On a commencé à construire GreenGot, voilà, 4, et on venait tous un petit peu du milieu finance ou banque, mais on l'a pas fait parce qu'on sortait justement de ça et on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas, dans ce secteur, faire quelque chose de vert ? Non, on a vraiment regardé qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait avoir le plus d'impact. Qu'est-ce qui aujourd'hui, si on devait créer une entreprise, pourrait massivement diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Donc nous, c'est vraiment ça notre première priorité. Notre priorité après la préservation des biodiversités, c'est aussi une très très grosse problématique. Donc mais on s'y attellera plus tard. Mais en tout cas, voilà, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui et qui aura un impact rapide. Et c'est là où est apparue la finance. Et en fait, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent. On a l'impression que son argent, il dort dans un compte, dans les murs de notre agence bancaire. Mais c'est vrai qu'il a une vie trépidante. Et quand tu t'en rends compte, quand tu te dis, mais oui, bien sûr, c'est vrai, j'ai jamais pensé, mais mon argent, il a une vie, il finance plein de choses et il faudrait que je sache ce qu'il finance. Donc c'est comme ça qu'on a découvert, qu'on s'est dit il faut qu'on aille dans la finance parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. On va pas changer, ça ne changera jamais. Et là où il est, là les choses bougent, là le monde se construit et à nous de choisir quel monde il construit. Il y a une particularité, je parle de façon un peu indifférenciée parce que j'y connais rien. Alors je dis une banque, mais en fait vous êtes une néobanque. Un peu à l'image, nous par exemple avec Charlotte, on a choisi d'avoir un compte professionnel sur Shine. Donc c'est des banques qui ont un fonctionnement beaucoup plus rapide, beaucoup plus pratique que les banques traditionnelles. Est-ce que tu peux nous parler de comment fonctionnera GreenGot ? Oui, alors en fait, une néobanque, tu pars pas tout de suite en étant une banque de plein exercice. Tu passes par un prestataire qui va lui être accrédité, réglementé par la Banque de France, par exemple en France, par la CPR, et qui va mettre à disposition en fait cette licence et sa technologie de paiement. Donc en fait, moi j'utilise souvent l'image de c'est toi qui as la recette du gâteau, c'est nous qui disons comment on gère les fonds, quelle feature on veut sur notre produit et tout ça et tout. Et eux, ils vont avoir l'usine en fait pour faire ces gâteaux. Donc c'est-à-dire toute la logistique, toutes les normes sanitaires, donc les réglementations par exemple, tout ça. Donc nous, on passe par des prestataires et on leur dit en fait comment est-ce qu'on voit les choses et comment on fait les choses. Et ils font pas ça par charité, hein, évidemment. Nous, on les paye et elles louent en fait cette licence à nous. Voilà, donc comment ça se passe une néobanque ? Nous, on passe avec plusieurs prestataires parce qu'on va proposer plusieurs produits, donc le compte courant et le compte épargne. Et après, c'est nous qui choisissons qu'est-ce que tu pourras faire avec ce compte courant, quels sont les projets du compte épargne et tout ça. Il y a une caractéristique que nous, on affectionne dans les néobanques, c'est le côté très pratique. Par exemple, on fait un paiement, immédiatement sur l'application, il figure sur notre compte, on a le mouvement, etc. Alors que c'est pas du tout le cas sur les banques traditionnelles. Est-ce que ce sera le cas pour GreenGot ? Ce sera parfaitement le cas pour GreenGot. Nous, on pense que l'écologie, elle a du mal un peu à convaincre tout le monde parce qu'elle est quelquefois un peu punitive. Je parlais moi-même de sobriété et tout, et quelquefois on a l'impression d'un retour en arrière. Avec GreenGot, on part toujours de sorte de grandeur, tu vois, du fait que, ok, ça sera une appli, ça sera sur un smartphone, ça, c'est pas les objets les plus green du monde. Par contre, ce qu'on va réussir à faire, si on est nombreux sur GreenGot, l'ordre de grandeur va être incomparable par rapport au fait que il faut une flotte de smartphones pour utiliser notre application. Donc, à chaque fois, on essaye vraiment avec les outils d'aujourd'hui, avec la technologie, de ramener un petit peu de légèreté et de montrer que une écologie sympa, une écologie au quotidien, qui n'est pas punitive, qui est soutenable, que tu peux faire tous les jours, est possible. Et c'est comme ça qu'on veut voir GreenGot, et c'est pour ça qu'on communique aussi de manière très un peu légère et tout, parce que c'est des sujets qui sont très lourds, la finance
et l'écologie, c'est pas forcément les sujets les plus sympas et les plus légers du monde. Et donc on essaye de ramener beaucoup de légèreté, un maximum de confort aussi dans ce que nous sommes en train de créer. C'était mon point suivant, il y a une particularité avec Green Got, c'est votre façon de communiquer. Vous allez chercher les plus jeunes. Donc toi, tout à l'heure, tu m'as dit les plus jeunes, c'est ceux qui auront du pouvoir d'achat de demain, donc c'est vos clients du futur. Donc cette communication, est-ce qu'elle caractérise par votre présence très appuyée sur Instagram et sur TikTok, par exemple? Alors, on parle à une grande catégorie de personnes, un grand spectre. Tu vois, sur LinkedIn, où on a été en premier très actif, on est sur des personnes qui sont un peu plus âgées. Donc jusqu'à 50, 60 ans, je sais pas, j'ai pas les stats en tête, mais c'est des personnes, c'est pas des personnes de 16 ans. Ouais, qui ont déjà du pouvoir d'achat, a priori. Ouais, et qui, en fait, sur les réseaux, on va parler de manière différente sur chacun des réseaux. Sur LinkedIn, on va être un peu plus en profondeur, un peu plus sur les coulisses. C'est là où la première fois on a communiqué aussi, donc c'est les personnes qui nous suivent depuis le début. Sur Instagram, c'est plus visuel, donc comment est-ce qu'on va pouvoir vous parler de notre produit visuellement, comment on va pouvoir faire quelques blagues aussi avec Emeline de notre équipe. Et sur TikTok, on va essayer de dédramatiser tout le côté écologie, justement, d'amener les sujets, mais de manière simple, de manière sympa, de manière compréhensive. Il y a aussi compréhensible. Il y a aussi un gros problème sur la finance en France, c'est qu'on en a très peur de ce sujet. Tu me parlais aussi, tu vois, de ta banque. Plus tu en es loin, mieux tu te portes. T'as pas envie d'avoir de courrier, t'as pas envie de leur parler et tout. J'ai des frissons à chaque fois que je la vois sur mon téléphone. Voilà, très bien. La nature des frissons, c'est toi qui vois, mais donc c'est quelquefois tu ne te sens pas du tout légitime pour en parler et même pour comprendre ces sujets, alors que c'est des sujets qui nous concernent tous, qui sont au cœur de nos quotidiens sans même qu'on s'en aperçoive quelquefois. Et c'est très important que les personnes se l'approprient, ouais. Et c'est important qu'elles sachent en parler, en fait, et que du coup on arrive à vulgariser au maximum ces sujets pour qu'elles puissent en parler, qu'elles se sentent légitimes d'en parler aux jeunes familles, à leurs amis, et que enfin on sort de cette zone un peu obscure de on parle pas des banques parce qu'on n'aime pas ce sujet, mais pourtant elles ont un rôle primordial. Donc on a compris que les banques traditionnelles investissent beaucoup dans les fonds très polluants et que vous avez envie d'investir dans des fonds durables. Donc moi j'ai pris quelques exemples que j'ai trouvés dans un article. Je pense que c'est Andrea qui les énonce. Donc la protection des forêts, la gestion de l'eau, la captation de CO2, la rénovation thermique, les énergies renouvelables, l'agriculture durable. Donc tout ça, ça paraît logique, mais comment est-ce qu'on fait pour rendre ce type d'investissement rentable ? La rentabilité, c'est une grande question qu'on a souvent, et pourtant quand on regarde un petit peu les résultats des différents secteurs, on se rend compte que les secteurs, enfin les fonds plus verts, plus écologiques, en ce moment performent mieux que d'autres, parce que je sais pas si tu te souviens, au premier confinement, le baril de pétrole était presque négatif, enfin carrément un prix négatif. Donc c'est un petit peu une image qu'on a que si on fait du bien, on va être puni d'une certaine manière, à savoir en perdant de l'argent et tout. Non, il faut se sortir un petit peu de cette image. Au contraire, si demain tu investis dans une centrale à charbon, toi, peut-être qu'à très court terme ça va être rentable, mais derrière tu as le risque déjà qu'elle ferme parce qu'il y a contestation sociale, contestation aussi politique. On n'est jamais à l'abri qu'un jour nos politiques prennent enfin des mesures un peu fortes en disant ok, on ferme toutes les centrales à charbon. Et puis d'une autre manière aussi, ta centrale, le charbon, on va arrêter d'en extraire un jour, j'espère, et très rapidement, tu vois. Donc les investissements les plus risqués aujourd'hui ne sont pas forcément, voire même pas du tout, les investissements verts. Et donc là-dessus, il n'y a pas c'est encore de l'éducation à faire. Il faut qu'on en parle, mais il n'y a pas vraiment c'est pas beaucoup plus risqué, voire même pas plus risqué du tout que certaines autres typologies d'investissement. Et comment vous allez choisir les projets que vous allez soutenir ? Ouais, on est en train d'établir la méthodologie parce qu'on s'est rendu compte, on est arrivé un peu naïvement en se disant ouais, la finance verte c'est pas nouveau. Nous, notre objectif c'est vraiment de démocratiser et offrir l'accès à la finance verte à tous via le compte courant et le compte épargne justement.
Et puis on s'est rendu compte que ce qui était appelé vert par les acteurs de la place, c'était pas forcément ce qui correspondait à notre définition du vert. Donc en fait aujourd'hui, les méthodologies pour déterminer un investissement vert, sont souvent basées sur une méthodologie qui s'appelle best in class, donc meilleur de sa classe. Donc en gros, ils prennent tous les secteurs et ils prennent les entreprises, ils sélectionnent les entreprises, mais ils sélectionnent large, même les 8 sur 10 des entreprises les plus vertes. Donc tu vois, même si tu es après la moyenne, tu peux quand même être sélectionné. Et surtout, ils prennent tous les secteurs. Donc par exemple, si je reprends mes usines à charbon, si tu es l'usine à charbon qui pollue le moins, donc voilà, qui a peut-être la plus nouvelle, la plus récente, eh ben, tu peux être sélectionné comme étant un investissement vert. Parce que dans ce secteur-là, tu es la plus verte. Et du coup, tu es labellisé, tu as le tampon vert. Et ça ne nous va pas complètement du tout, même. Et du coup, on est en train de voir, en fait, de monter toute la technologie et toute la méthodologie pour sélectionner ce que nous, on appelle vraiment du vert. C'est-à-dire pas du tout donc les entreprises qui sont dans les énergies fossiles, pas non plus les entreprises qui font plus de 50% de leur chiffre d'affaires grâce à ces énergies fossiles. Et puis ensuite, vraiment dans des secteurs et des industries très localisées que tu viens de citer notamment. Par exemple, il y en a une dont on parle pas assez parce que c'est pas hyper sexy, mais la rénovation thermique. C'est la sobriété, tu vois, justement, c'est l'économie d'énergie. C'est-à-dire que de rénover les passoires thermiques, de rénover les immeubles pour essayer déjà de faire en sorte que l'énergie qu'on met à l'intérieur, donc via électricité, chauffage et tout, ne se perde pas et qu'on puisse diminuer justement cette énergie qu'on met à l'intérieur avec une meilleure isolation. Faites rénover vos combles pour 1 €. Ouais, il y a ça, il y a ce programme-là. Non, mais c'est très important, la rénovation thermique, et ça permettra, tu vois, la priorité aujourd'hui, c'est pas de continuer à consommer toujours plus, mais des énergies renouvelables, c'est arriver à consommer moins d'énergie déjà. J'ai trouvé un chiffre, donc je le sors un peu de mon chapeau, c'est la France représente 1 à 2% des émissions de CO2 mondiales. Donc est-ce que c'est une ambition pour vous de passer à l'international pour étendre votre impact ? En fait, la toute première ambition de Green c'est que via la finance, tu n'es pas cantonné à ton pays, en fait. Via la finance, tes investissements, tes financements peuvent avoir un impact dans le monde entier. Donc, avec Green comme tu l'as dit, 1 ou 2% mondial, c'est pas... Même si demain on tombe à 0, ça va pas changer la face du monde. Du tout. Ça va pas, même pour respecter les accords de Paris, c'est pas assez. D'enlever 2% par an, c'est plus autour de 7% par an, il me semble. Donc... la finance, c'est un levier absolument formidable pour aller avoir une réelle action, un réel impact dans les pays là où se joue l'avenir climatique du monde. Tu vois, par exemple, avec la finance, tu peux dire, ok, non, il n'y aura pas d'investissement dans l'extraction de pétrole en Arabie Saoudite, il y aura plus d'investissement dans le gaz de schiste canadien, il n'y aura plus d'investissement dans le charbon en Chine. Et ça, tu peux le faire depuis la France, en fait. Il existait déjà ce qu'on appelait des banques éthiques. Donc moi, j'ai un exemple, c'est la NEF. Qui promeut des investissements qui permettent de financer des projets durables, etc. Et il y a aussi d'autres types de financement qui s'appellent Mimosa, par exemple, qui est une entreprise de financement participatif et qui propose de faire des prêts collaboratifs, etc. Est-ce que ces acteurs, c'est de la concurrence ? Est-ce que c'est un écosystème avec lequel vous allez évoluer ? Est-ce que vous êtes complètement différents ? Alors, on est différents. On va dans... En fait, je pense que ces secteurs-là, on est très heureux que ça existe déjà et de ça rajouter, parce que ça va clairement dans le bon sens, en tout cas le sens qu'on pense être le bon. C'est juste qu'on va prendre le problème de manière différente pour essayer d'offrir une solution différente qu'on pense qui va rassembler le plus de monde. Donc la NEF, tu vois, ça existe depuis les années 80, il me semble. Donc c'est déjà depuis longtemps, et c'est absolument incroyable que depuis si longtemps, il y ait une alternative qui existe en France. On peut être fier, tu vois, c'est fou.
Après, ça parle pas forcément à la génération que nous on vise, comme tu disais, qui aime avoir les notifications en temps réel sur ses prélèvements, qui aime avoir tout ça, qui aime même le compte courant, qu'elle propose pas encore. Et puis pour Mimosa, c'est aussi une autre solution qui va permettre de financer donc l'économie réelle et des projets impact. Le seul truc, c'est que nous, on est parti du principe que c'était important que ce que tu avais chez Green-Got puisse être très liquide. Donc, c'est-à-dire que tu puisses rapidement reprendre ton argent, ce qui n'est pas forcément permis par le financement participatif, mais c'est une autre épargne, un autre moyen d'épargner qu'on trouve très bien aussi. Donc c'est un peu l'écosystème de demain. Bah ouais, on espère en tout cas. Dans un article, j'ai lu que l'un des premiers projets dans lequel vous aviez envie d'investir, c'était les énergies renouvelables en Inde et en Turquie. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est vrai déjà ? Alors oui, c'est vrai, oui. Pourquoi aller chercher des projets à l'étranger ? Donc la Turquie, c'est pas exactement un pays en développement, mais en Inde, par exemple. Mais comme je te disais, tu vois, l'Inde, c'est le 3e pollueur mondial. Si nous, on permet de développer l'éolien en France ou le solaire et tout, c'est très bien, mais au mieux, tu vois, si on mettait toutes les énergies renouvelables et qu'on arrivait à couper toutes les émissions en France, ça serait 2% des émissions de CO2. L'Inde, on est sur totalement un autre ordre de grandeur. C'est le 3e pollueur mondial. Si demain l'Inde devient neutre ou a que des énergies renouvelables, ça commence à faire une très grosse différence. Et en Inde, en l'occurrence, il y a un potentiel d'énergie renouvelable qui est assez fou au niveau du solaire. Donc, c'est pas une énergie qui est complètement décarbonée, c'est pas une énergie parfaite, mais c'est une énergie qui sera toujours à privilégier si elle remplace du charbon, par exemple. Et en Turquie, pareil, en fait. On est en plus de ça aux portes de l'Europe. Donc, si tu pars aussi du principe que ta propreté de l'air, les microparticules et tout, ça va arriver près de chez toi, tu peux avoir cette motivation supplémentaire, mais dans tous les cas, en fait, il faut nous la volonté qu'on a à Green-Got, c'est de sortir un petit peu de ce côté franco-français. En France, si on fait tout bien, c'est génial. En fait, non, on est tous dans le même bateau. Si demain, la France, on est neutre en CO2, qu'on est parfait, tous écologistes, enfin vraiment que c'est génial. Si on continue à cramer du pétrole partout, la Terre continuera à se réchauffer. On ne peut pas avoir cette conception purement nationaliste des choses. On est tous dans le même bateau. Donc il faut absolument que la Chine aussi bouge, il faut absolument que l'Inde aussi bouge, que l'Afrique, que tout bouge en même temps que nous. Donc c'est ce que permet de faire la finance, c'est de se rappeler qu'il faut que tout s'améliore et pas juste la France. Donc si je comprends bien, c'est aller chercher des projets dans ces pays, c'est maximiser votre force d'impact sur le global. En fait, c'est toujours cette idée de prise de recul. Hier, nous, on était en tournage dans une réserve naturelle qui s'appelle le Marais Vernier, où on a visité une tourbière, une immense tourbière. Donc, la tourbière, qu'est-ce que c'est ? C'est du sol, mais qui est constitué par des couches qui se sont créées au fil des temps géologiques. Donc, cette tourbière, elle fait 8 mètres d'épaisseur aux endroits les plus profonds, et c'est l'un des meilleurs outils pour séquestrer le carbone. Est-ce que à l'avenir, on peut imaginer Green-Got qui finance des projets en France de ce type-là ? Parfaitement, oui. Oui. C'est-à-dire qu'il y a tellement de projets à financer qu'on doit en choisir des premiers, mais bien sûr. Et puis au-delà de ça, tu vois, je parlais de la problématique de la biodiversité. Donc, pour casser un peu l'ambiance, on ne sait pas ce qui va nous tuer en premier, le réchauffement climatique ou la chute de la biodiversité. Mais on pense que c'est très important aussi, tu vois, de préserver les espaces naturels, les forêts qui existent déjà. Et il y a un beau programme, il y a beaucoup de choses à faire. Quand je pense à Green-Got et au message que tu diffuses, enfin que vous diffusez globalement avec l'entreprise, j'ai tout de suite l'image d'Al Gore, qui était un politique et qui a été l'un des premiers à sensibiliser le grand public sur le réchauffement climatique et qui avait été beaucoup décrié à l'époque. Aujourd'hui, vous êtes des non-scientifiques en quelque sorte. Est-ce que c'est difficile d'avoir de la crédibilité avec ce statut ? Il y a des avantages, des inconvénients. Les inconvénients, c'est même pour soi-même, pas forcément se sentir toujours très légitime de parler d'un sujet, de se dire qu'on a encore beaucoup à découvrir, qu'on est loin d'être expert. Mais les avantages, c'est qu'on se pose les questions que tout le monde se pose du coup.
qu'on vient pas avec déjà les angles d'une personne qui est déjà au courant de ce sujet depuis longtemps, qui le maîtrise parfaitement et qui va peut-être sauter directement à des questions, à des problématiques, à des explications qui sont à un niveau trop élevé pour la majorité des gens, alors qu'il faudrait commencer plus bas par les bases. Et du coup, nous, comme on a ces questions du grand public directement, en disant mais du coup, comment ça pollue sa banque, est-ce que c'est les ordis, est-ce que c'est autre chose et tout, on peut partir, on peut comme en parler de manière peut-être plus simple et du coup peut-être plus intéresser les gens parce qu'on pose les questions qu'ils se posent eux-mêmes. Et est-ce qu'on vous envoie votre manque de caractère scientifique à la figure, ou est-ce que votre message est accepté globalement, parce que vous traitez d'un sujet qui est vraiment très connu aujourd'hui, on en entend parler depuis qu'on est petit du réchauffement climatique. Est-ce qu'il y a encore des gens qui remettent en doute ce message ? Ah non, nous on a... Non, les gens... en même temps, on reprend aussi beaucoup d'études scientifiques et tout, contre lesquelles c'est difficile d'argumenter contre. Donc on n'invente rien là-dessus, c'est juste qu'on diffuse en vulgarisant et en rendant peut-être un peu plus simple. Il y a encore pas si longtemps des présidents qui remettaient en question. Ouais, mais je les écoute pas tous, moi. Tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a une entreprise qui est un peu une entreprise copine de GreenGods qui s'appelle Time for the Planet. Donc eux, leur projet, il est immense, c'est de réunir 1 milliard d'euros pour créer 100 entreprises durables à impact sur le climat. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qu'ils font ? Oui, alors si j'ai bien compris, eux, du coup, ils lèvent des fonds auprès d'absolument toutes les personnes qui veulent participer pour créer des entreprises qui permettront, qui auront des innovations pour contrer le réchauffement climatique, pour lutter contre cette crise, et surtout qu'ils le feront de manière open source, c'est-à-dire que toutes les innovations qui sont créées via ces entreprises pourront être réutilisées partout dans le monde pour répliquer en fait cette innovation et faire en sorte qu'il n'y ait pas de monopole ou juste une entreprise qui puisse faire ça, pour en fait démultiplier l'impact. Donc sur le papier en tout cas c'est un programme assez génial et je souhaite de tout mon cœur que ça réussisse et j'en doute pas. On est en plein dans l'illustration de la question que je t'ai posée tout à l'heure, c'est est-ce que l'entrepreneuriat durable pourra permettre de changer le monde contrairement à l'action politique uniquement ? Ouais, je pense aussi, je pense que la banque aussi, je pense que les politiques aussi, je pense que il n'y a pas une personne qui va sauver le monde. Je pense qu'on doit commencer à se poser la question comment est-ce qu'on peut se sauver nous-mêmes, comment est-ce qu'on peut nous-mêmes, à notre petite échelle, amener notre pierre à l'édifice. Ne pas sous-estimer, comprendre le rôle et le pouvoir qu'on a, que ce soit via notre carte de crédit, donc en choisissant notre banque ou en choisissant nos dépenses, notre consommation, que ce soit avec nos votes, ou que ce soit justement en soutenant des alternatives comme ça, c'est incroyable. Bon, on arrive maintenant à la dernière partie de cette interview. Est-ce que tu as un message à donner aux jeunes qui veulent se lancer ? Oui, on a besoin de vous. Lancez-vous. On sera très heureux de vous accueillir si vous voulez aussi vous lancer dans des projets impact. Et je pense que c'est très important de montrer qu'il y a cette véritable énergie qui sort de notre génération pour essayer de ne pas se laisser faire et de dire que oui, on va pouvoir essayer de redresser la barre. Est-ce que tu peux nous faire une recommandation culturelle ? Ah oui, les classiques. Maintenant que tu m'as mis Time for the Planet dans la tête, Our Planet, de David Attenborough. Tu les connais, les documentaires ou pas ? Non, je connais pas. Moi, je connais Home de Yann Arthus Bertrand, par exemple. Ah ouais, c'est côté anglais cette fois-ci. Et alors, pour le coup, les images... C'est fou, tu tombes amoureux tout de suite de notre planète et tu te dis ok, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Si tu pouvais remonter dans le temps et croiser la Maud âgée de 16 ans, qu'est-ce que tu lui dirais ? Que ça va aller, voilà. À 16 ans, j'étais en crise d'ado, j'étais triste et tout, ça va bien se passer. Achète un peu de bitcoin, je te dis, mais pas trop quand même, mais non. Écoute, d'avoir un peu plus confiance
et qu'on va vivre des choses assez formidables. Est-ce que tu peux nous suggérer un invité que tu aimerais bien écouter dans le podcast Poids Plume ? Et Arthur, The Time. The Time for the Planet ? Ouais. D'accord, ça marche. Et où est-ce qu'on peut suivre Gringot ? On en a parlé déjà avec Instagram, TikTok, LinkedIn. Donc où est-ce qu'on peut vous suivre l'aventure, l'ouverture des comptes courants, etc. Et comment est-ce qu'on fait pour devenir client Gringot ? Alors, tu peux suivre tout ça et devenir client très rapidement en te préinscrivant. Donc, les préinscrits auront la priorité sur notre service. Et ensuite, tu peux nous suivre sur tous les réseaux, comme tu viens de citer, donc LinkedIn, Instagram ou TikTok, en fonction de tes affinités. Ok, super. On enjoint tout le monde à venir participer à l'aventure Gringot et à changer le monde. Parfait, venez tous. Merci beaucoup, Maud. Merci à toi. Lumos Maxima. Lumos Maxima. Lumos Maxima. Et voilà, cet épisode est déjà terminé. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin et bravo. N'hésitez pas à dire à Maud et à Gringot que vous l'avez écouté et que vous venez de notre part. Dans le prochain épisode, on sera avec Pierre Girard, attachant et enthousiasmant journaliste scientifique, spécialisé dans la vulgarisation des sciences, surtout l'environnement, le climat et l'agriculture. Il est en particulier connu pour l'émission Xenius sur Arte, qu'il anime depuis 13 ans avec la journaliste allemande Dort Elkeberg, ou l'émission de 8 épisodes La science déconfinée, produite durant le confinement en France et en Allemagne. Pierre cherche aussi à toucher un public plus large et à interagir avec lui au travers de sa chaîne YouTube Tous Terriens, dédiée au monde paysan et réunissant plus de 22 000 abonnés. Il souhaite créer les conditions d'une conversation bienveillante entre l'agriculture et l'écologie, entre les urbains et les ruraux. Il nous a invités dans la ferme urbaine de Aubervilliers pour enregistrer notre interview, un lieu de production agricole au cœur de la ville, un symbole de son travail de journaliste et vulgarisateur. Cet entretien était passionnant pour nous et on est impatient de vous le partager le plus vite possible. En attendant, je vous invite à nous suivre sur nos comptes Instagram oiseau.bondissant et Poids-Plume Podcast. Si l'épisode vous a plu, faites-nous un cadeau et partagez-le à 5 personnes autour de vous, c'est ce qui nous motivera plus à progresser et à vous en proposer davantage. Si vous êtes utilisateur de Apple Podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un gentil commentaire, et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et à bientôt pour un nouvel épisode.